Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Ce soir, nous reviendrons sur cette feuille de route entre Paris et Moroni, objet de la grogne populaire dans le département depuis une semaine. Les réactions des élus locaux et des candidats aux élections sénatoriales ne se font désormais plus attendre sur cette affaire, devenue un nouveau feuilleton au sein de la région. Le point au cours de cette édition. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre GTM. Face au tollé suscité par les fuites concernant le contenu de la feuille de route France-Comores, le sénateur Thani Mohamed Soilihi a tenu à réagir ce matin, suivi de près par la députée Ramlati Ali. Les deux parlementaires affirment que le document ne remet nullement en cause le visa Balladur. Ils crient ainsi à la manipulation politique à l'approche des sénatoriales. Le point en ouverture de cette édition. La journée a une nouvelle fois été marquée par la grève qui touche actuellement le conseil départemental. Après l'échec des négociations, ce matin les grévistes ont durci leur mouvement. Le service minimum a été assuré jusqu'à 17h, mais les barges sont restées à quai durant plusieurs heures, tandis que les négociations ne reprendront que demain. Explication. Les 495 fidèles musulmans de Mayotte reviennent peu à peu de leur pèlerinage en Terre Sainte. Depuis plus d'une semaine, les préparatifs pour le retour des pèlerins vont bon train. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre d'une famille qui attend avec impatience l'arrivée de sa Hadja. Reportage. La feuille de route France-Comores continue à alimenter toutes les discussions dans le 101e département. Objet depuis la semaine dernière d'une forte opposition de la population mahoraise, les yeux sont désormais rivés vers Paris afin de connaître le contenu exact de ce document très sensible. Des informations filtrées sur l'essence de cette feuille de route qui souhaite favoriser notamment la circulation pour éviter de nouveaux drames. L'heure est donc à la clarification chez les élus locaux, notamment chez Thani Mohamed Soilihi. Le sénateur candidat à sa propre succession a tenu dans la matinée une conférence de presse afin d'éteindre un incendie qu'il estime dévastateur pour la cohésion sociale du territoire. Compte rendu avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Une feuille de route, c'est une feuille de route, ce n'est pas un accord, encore moins un accord international. Ce matin, le sénateur Thani a décidé de retrousser ses manches et d'aller au front face au tollé suscité par la feuille de route France-Comores. Un document tenu pour l'heure secret, ce qui a le don d'indigner le candidat au sénatorial Nadjim Hamada. Malheureusement, effectivement, ça fait une semaine où on parle de cette fameuse feuille de route et personne n'est en mesure de nous donner le contenu. Et c'est malheureux puisque je rappelle qu'on est en période électorale et qu'il y a des manipulations qui peuvent venir. Deuxième chose, on a quand même des candidats, ou plutôt des élus en exercice. Je parle de Thani Mohamed Soilihi, je parle de Ramlati Ali, qui sont partis dans la majorité présidentielle actuelle. Oui. Ils sont quand même en mesure, eux, de nous délivrer ce document ou de le demander en urgence pour qu'on dise aux Mahorais, voilà l'exact contenu. Dans la journée, la députée Ramlati Ali a réagi à son tour. Elle affirme ainsi que cette fameuse feuille de route ne supprime pas le visa Balladur, mais facilite l'immigration légale, renforce et durcit les dispositifs à l'encontre de l'immigration illégale. Pour le sénateur, le document qui a fuité ces dernières heures n'est autre qu'une tentative de manipulation politique. Je fais appel à la vigilance atavique des Mahorais, mais je fais appel aussi à la raison, là aussi atavique, des Mahorais, qui savent ce qu'ils veulent et qui ne doivent se préoccuper que des intérêts de cette île et ne pas se laisser détourner, ne pas laisser leur attention détournée par des tentatives de manipulation. À moins d'une semaine des élections sénatoriales, la campagne bat son plein et ce document fait office de dernière carte pour certains. Pour ce qui est du contenu, les élus devraient prendre part à une consultation interministérielle dans les prochains jours. Une réunion est en train d'être préparée au ministère des Outre-mer pour réunir tous les élus, les grands élus de Mayotte. J'espère qu'elle aura lieu la semaine prochaine. On est en train de fixer ça. En fait, on aimerait mettre à profit le déplacement du président du conseil départemental à Paris la semaine prochaine pour le faire. Une rencontre qui devrait permettre d'y voir plus clair sur la suite d'une feuille de route.
qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et depuis l'annonce de cette feuille de route, les réactions se multiplient dans le département. Pour rappel, samedi dernier, les membres du CODIM se sont réunis dans le sud de l'île pour dénoncer ce possible document. Le mouvement s'apprête donc à mener une action de grande ampleur la semaine prochaine au lendemain des élections sénatoriales. Ce mardi, la matinale de Kwesi recevait sur son plateau des citoyens très en colère venus contester le contenu d'une feuille de route qui n'a fait l'objet d'une quelconque concertation. Une manière de faire qui pose aujourd'hui clairement problème auprès de ces Mahorais. On les écoute. Oui, Patrick, on a été trahi par la France. Donc, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi? Parce qu'il y a un visa qui se met en place? Parce qu'il y a un visa qui se met en place et ce qu'on n'arrive surtout pas à comprendre, c'est que les Mahorais n'aient pas été associés à ces négociations, à cette feuille de route qui a été mise en place, sans que ne serait-ce nos propres élus ici à Mayotte n'aient été mis au courant de ce qui allait se passer et qu'on l'apprenne comme ça du jour au lendemain. Pour moi, personnellement, c'est comme si c'était un mépris des Mahorais et cette affaire, pour moi, est grave. Et il faudrait faire quelque chose. Il faudrait que nous, les Mahorais, nous mobilisons pour dire que non, on n'est pas d'accord. Tout ce qui se passe dans ce territoire, on est normalement censé être... comment dire il faudrait... Vous êtes quand même concerné par ce qui se passe sur le département? Mais bien sûr. Ouais. Justement, c'est parce que... Bien dans le micro. Ce qui s'est passé là, à aucun moment, les Mahorais n'ont été au courant qu'il y avait des négociations qui se passaient derrière. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors on le voit, les réactions pleuvent en masse. Alors le sénateur Tani a tenté d'apaiser les tensions. Est-ce que cela pour autant rassure? Je ne sais pas si ça rassure. En tout cas, je pense qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que il y a un problème dans la communication. On le voit, le sénateur, les parlementaires, Ramlati Ali, le sénateur Tani, ont été contraints de prendre la parole en lieu et place de l'État et du gouvernement, notamment du ministère des Affaires étrangères, qui est à l'origine de cette feuille de route. Alors effectivement, on est dans de la diplomatie internationale, on est dans des accords, dans des échanges aux plus hautes sphères de l'État, en l'occurrence des deux États. Néanmoins, la ministre des Outre-mer, lorsqu'elle est venue à Mayotte, elle a évoqué cette rencontre. Elle en a parlé comme un point, une rencontre très importante pour l'avenir du département, pour l'avenir de l'Union des Comores. Et ensuite, derrière, on voit qu'il y a une communication qui est complètement bloquée. Or, c'est un sujet extrêmement sensible, l'immigration à Mayotte, et on ne peut pas, d'un côté, dire il va y avoir des discussions, préparer une feuille de route, en discuter avec l'Union des Comores, s'accorder sur certains points, même s'il y a encore effectivement des discussions, et puis derrière, ne plus communiquer et dire non, on est sur une affaire où on ne communiquera pas et on laisse les parlementaires faire à notre place. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut retenir, c'est la grande problématique qu'il y a derrière, parce que le contenu, effectivement, il y a des choses qui sont sorties, notamment sur les différents médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans la presse locale, les médias locaux. Il y a des choses qui s'avèrent justes, d'autres on ne sait pas, et d'ailleurs le sénateur Tani l'a expliqué, il a expliqué effectivement il y a des choses qui peuvent se rapprocher du contenu. Maintenant il y a des choses qui sont tout à fait en inadéquation avec ce que comporte cet accord entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une feuille de route. Et puis l'autre point aussi à retenir, c'est que les élus, encore une fois, n'ont pas été consultés, et ça c'est un vrai problème. On le voit, ils demandent une réunion d'urgence. Et si on parle de réunion d'urgence, Ramlati Ali a parlé d'urgence, le sénateur Tani a parlé d'urgence, le député Mansour Kamardine, lui aussi, il a souhaité qu'il y ait une réunion dans les plus brefs délais pour justement qu'on discute. Ça montre bien quand même qu'il y a un problème quelque part, que tout n'a pas été fait, j'allais dire, dans les règles, parce que certes, ce sont des discussions dans les plus hautes sphères de l'État, mais néanmoins, étant donné les enjeux, étant donné la problématique et le contexte à Mayotte, il aurait été, je pense, de bon augure de faire participer les élus mahorais en amont. Et pourquoi pas aussi qu'il y ait des rencontres entre les élus mahorais et l'État comorien, ce que l'État comorien refuse depuis de longues années. On suivra cette affaire de très près. Merci Pierre pour votre analyse. La suite du feuilleton au conseil départemental, 8e jour de grève ce mardi pour les agents. Les discussions hier entre l'intersyndicale et la direction du département n'ont toujours pas abouti. La question du régime indemnitaire reste le principal point de blocage. Aujourd'hui, le mouvement s'est donc durci. Les barges étaient bloquées toute la matinée, entraînant de grosses perturbations et beaucoup de mécontentement chez les usagers. Le récit de cette nouvelle matinée sous tension avec Bastien Sabouret.
Et la grève continue. Les négociations d'hier n'ont pas abouti. Sur le régime indemnitaire, chacun est resté sur ses positions. L'administration veut diminuer les points de coefficient demandés jusqu'à 0,50. Ce matin, les grévistes ont décidé de frapper encore plus fort. C'est toutes les barges qui sont bloquées. Finalement, on est parti hier sans se mettre d'accord. Et ce matin, on a consulté la base. Et voilà, le mouvement, c'est ça qui a causé ce bazar, comme tu dis. Le mouvement est donc durci en attendant de prochaines négociations. Certains éléments de calcul ont été demandés à l'administration. En les attendant, malgré un service minimum maintenu, les barges sont bloquées par les grévistes depuis 9 heures. Je fais comment pour aller à l'aéroport? Vous cherchez à aller à l'aéroport? Ouais. Vous avez un avion à quelle heure, vous? À 13h50. Je ne sais pas comment faire là. On attend. Vous attendez depuis combien de temps? Oh, ça fait 2 heures, à peu près. Je ne sais pas comment faire là. Je suis dépassé là. La situation là, je ne sais pas comment. C'est un peu triste. Ouais. Je pense à rentrer chez moi aujourd'hui. Là, tout est gâché. Là. 2 heures de perturbation étaient prévues. Il est pourtant midi et le blocage continue. Des accords se créent alors entre les grévistes et les forces de police afin de maintenir un certain civisme. Ça pose des problèmes de sécurité puisqu'on a des interpellés par les effectifs de la PAF qui doivent regagner Petite Terre. Mais manifestement, le dialogue passe bien et a priori, on va pouvoir barger avec les services de secours. Mais c'est sans compter sur les voyageurs excédés. Lorsque la barge arrive, beaucoup sont décidés à monter coûte que coûte, au grand désarroi de certains restés à terre. Je ne suis pas content parce que je sais l'ambulance c'est priorité, mais ce n'est pas les clandestins quand même. Nous les Mahorais, on demande nos droits, mais pas les clandestins qui sont priorité pour partir chez eux. Oh. Mais nous on avait dit qu'on va accepter que les véhicules... Avec les 3 véhicules administratifs. À condition qu'ils assurent un peu la sécurité aussi. Ça n'a pas été le cas. Non mais certainement, oui, mais moi je ne peux pas... ma vocation n'est pas d'empêcher les gens, moi je ne suis pas gréviste ni manifestant. J'assure la sécurité, heureusement il n'y a pas eu de débordement. Et je pense au contraire que ça a été plutôt une bonne idée que de laisser partir la barge avec les 2-3 qui étaient dessus, c'était beaucoup plus sûr, quoi. Mais là maintenant on peut plus on va mettre que les ambulances et les dialyses, c'est tout. Voilà. Que les urgences. Bon, normalement, les gens qui vont y aller au centre de rétention, là-bas, ils peuvent attendre. Le trafic a repris en service minimum de 13h à 17h. Il est prévu qu'ensuite, le trafic reprenne normalement, du moins jusqu'à demain. Et puis à noter, côté coulisses, que l'intersyndicale du conseil départemental a décidé de ne pas se rendre à la réunion prévue ce mardi après-midi avec la direction. Les négociations devraient reprendre donc demain matin à partir de 9h. Direction Mamoudzou, où s'est déroulé ce mardi le premier forum sur l'évolution de l'école à Mayotte, un événement organisé par le conseil départemental en partenariat avec le conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Un rendez-vous qui avait pour objectif d'échanger sur les difficultés rencontrées par le monde éducatif dans le département. Pour cela, un historique a été réalisé afin de comprendre aujourd'hui l'environnement de l'éducation à Mayotte. Amina Ariti et Leslie Vimenet. Ce qui ressort de ces échanges sur l'évolution de l'école à Mayotte, c'est qu'il reste encore de nombreux défis à relever. Mais avant d'émettre quelques propositions que ce soit, il est impératif de revenir sur l'histoire de l'école, une histoire qui fait état d'une gestion des questions scolaires au coup par coup. C'est ainsi que les années passant s'est construit à Mayotte un système éducatif atypique dont les conséquences continuent de se manifester. Pour ce responsable associatif par exemple, il en va directement de la réussite des élèves mahorais. C'est qu'à Mayotte, il n'y a que 3% de diplômés qui vont à la fac, qui valident leur première année. Donc pour nous, il était important de comprendre d'où vient cet échec parce que on peut arriver à endiguer une problématique si on connaît la source. Et la source, c'est que depuis ce matin, j'ai compris que ça ne fait pas très longtemps que l'école a été généralisée à Mayotte. Donc ça explique beaucoup de carences au niveau des jeunes. Ainsi, tant que ces carences ne seront pas comblées, il sera difficile de parler d'égalité républicaine en matière scolaire,
L'application des règles du droit commun est en cela un préalable, comme nous l'explique le directeur du CESEM, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. L'école à Mayotte ne peut pas se payer le luxe de ne pas appliquer la règle du droit commun. La règle voudrait qu'un enfant soit scolarisé et qu'il puisse au bout avoir une insertion. Donc comment construire en fait cette insertion si tous les ingrédients nous ne les avons pas ici? Donc le but du forum, c'est de parler de ce qui ne marche pas, mais surtout de voir pourquoi ça ne marche pas d'une part, et d'autre part, de pouvoir en fait esquisser les solutions qui sont déjà apportées sur la table par le Conseil économique et social et de pouvoir les débattre et pour qu'on puisse tout le monde les partager et de les porter par la suite donc aux décideurs publics. Des propositions ont donc été faites par le CESEM, des propositions consignées dans un rapport publié récemment et qui vont de l'amélioration des conditions d'accueil dans les établissements à l'abandon du système éducatif particulier de Mayotte en passant par la nécessité d'avoir des enseignants formés et un encadrement qualifié. Les enjeux sont donc considérables. C'est la raison pour laquelle il était capital d'y associer et d'impliquer la société civile. L'Assemblée du Conseil, donc avec 32 membres uniquement, ne peut pas à lui seul porter tout ça. C'est pour ça qu'il était important à ce que toute la communauté éducative, les enseignants, et notamment les nouveaux arrivants, les enseignants locaux, les cadres administratifs, les parents d'élèves, que tout le monde puisse porter cette revendication et qu'on puisse la partager de sorte à ce qu'on puisse changer du système éducatif pour que notre éducation puisse muter vers une école de droit commun, vers une école qui produit de la réussite. C'est tout l'enjeu du forum, c'est de partir avec les bons outils, les bons langages pour qu'on puisse prendre en charge les différentes difficultés une par une pour que effectivement donc tous les efforts conjugués puissent produire finalement de la réussite et qu'au bout nos jeunes puissent être insérés. En définitive, ce forum aura été l'occasion pour l'ensemble des acteurs locaux œuvrant en faveur de l'éducation et de la réussite des jeunes Mahorais d'échanger sur les perspectives à envisager, car si chacun est conscient des difficultés qui minent le 101e département, tout le monde s'accorde à dire qu'il faudra bien du temps pour en venir à bout. Culture à présent, du 21 au 24 septembre se déroulera la première édition du Salon des livres, l'occasion de promouvoir la circulation des œuvres et leurs auteurs dans le département. En plateau avec nous pour nous parler de ce grand rendez-vous littéraire, un romancier et dramaturge local. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Ambassadeur Djali. Bonsoir Sony. Merci d'être dans ce 19h. Alors la première question que je veux poser, pourquoi maintenant placer ce Salon de livres? Pourquoi maintenant? Il faut toujours qu'il y ait une première fois. C'est un projet qui a été conçu il y a plusieurs années, je crois même depuis 2007, par des écrivains de Mayotte, en l'occurrence Nassira Toumani et Abdou Salem Bako, qui avaient souhaité organiser un salon du livre ici à Mayotte. Mais les conditions n'étaient pas assez réunies. Le principal partenaire qui, bien sûr, depuis, devait toujours être le conseil général est devenu conseil départemental. Les différents présidents n'avaient pas assez suivi ou bien n'avaient pas vu que c'était quelque chose d'important. Jusqu'à l'année dernière, on a encore représenté ce projet par le biais d'une association qui s'appelle Appel, dont le président est Nassira Toumani. Et moi-même, j'en suis le trésorier. Et l'actuel président l'a pris à bras le corps. Malheureusement, ça ne s'est pas fait l'année dernière. Pour la simple raison que peut-être aussi les conditions n'étaient pas assez réunies. Et n'empêche que le projet n'est pas tombé à l'eau, il a été repris par le conseil départemental lui-même par le biais de la DDLP. Et voilà, petit à petit, on a réussi à le mettre en place et c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous, l'auteur que vous êtes? Ça représente bien sûr quelque chose d'important parce que on écrit pour être lu. Quand on fait ce genre de manifestation, de rencontres, c'est justement essayer de réunir, de fédérer les auteurs et les lecteurs, de faire connaître. C'est une sorte de promotion. Alors, la semaine dernière, c'était le comité de tourisme qui faisait la promotion de Mayotte. Mais là, le salon du livre, c'est aussi faire la promotion de Mayotte à travers la littérature. Donc c'est quelque chose d'important aussi parce que le monde entier saura qu'à Mayotte on écrit, même si on le sait déjà parce que les livres que nous éditons la plupart du temps sont édités à l'étranger, à l'extérieur, en l'occurrence en métropole.
et qui sont vendus partout dans le monde. Donc, mais ici, malheureusement, à Mayotte, justement, on a du mal à avoir un lectorat. C'est ça. Et la place du livre à Mayotte, elle est encore très faible parce que nous n'avons pas de lecteurs assidus. La lecture ne se fait pas de manière ludique, c'est-à-dire on ne lit pas par plaisir la plupart du temps, mais on lit parce qu'on a l'obligation scolaire. Et une fois quitté le système scolaire, on a vite envie de laisser cette obligation qui est la lecture. Or, le rôle des bibliothèques, justement, qui se fait depuis quelques années, c'est de développer cette lecture publique à travers des rencontres, à travers des animations, à travers des promotions, à travers des rencontres avec des écrivains et des lecteurs. Et petit à petit, ça se met en place. Mais effectivement, ça va prendre du temps. Parce que lire, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est quelque chose qui doit mobiliser pas mal de monde, y compris les parents. Si les parents ne s'impliquent pas dès le départ pour faire aimer la lecture à leurs enfants, ça va être un peu difficile. Alors, durant cet événement, vous serez aux côtés des auteurs et des éditeurs de la région. Je pense au Mozambique, à l'île de la Réunion, en Tanzanie. Ce sera l'occasion pour vous, les auteurs mahorais, il y aura une vingtaine d'auteurs mahorais, de vendre votre savoir-faire. Alors, on n'est pas là pour vendre un savoir-faire, mais on est là pour échanger, pour proposer et pour partager des expériences. Effectivement, quand on rencontre des auteurs qui viennent d'autres pays, on essaie de voir qu'est-ce qui nous rassemble, quels sont les sujets que nous développons et comment on fait. On va poser des questions. Qu'est-ce qui marche chez l'autre, pourquoi ça ne marche pas chez nous, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très important que d'autres auteurs écrivains de la région, parce que ce salon a été organisé de manière plus ou moins régionale, mais c'est déjà un début. Après, j'espère que dans les prochaines éditions, on pourra élargir encore les horizons. Mais comme je l'ai dit au départ, cette rencontre, c'est quelque chose qui va nous permettre, nous les auteurs de Mayotte, de connaître les autres de la région et puis peut-être aller chez eux pour découvrir et puis pour mieux parler de la littérature mahoraise. Alors la littérature mahoraise, est-ce que ça exporte bien au-delà des frontières de l'hippocampe, la forme de notre île? Pour l'instant, je dirais sincèrement pas encore. Qu'est-ce qui lui manque alors? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une visibilité. C'est-à-dire pour être vu ailleurs, il faut participer dans des salons de livres, que ce soit à La Réunion, à Métropole ou dans d'autres pays africains. C'est comme ça que les auteurs mahorais pourront être vus ailleurs de plus en plus. Donc il faut que nous ayons cette possibilité d'aller ailleurs. Mais pour aller ailleurs, ça coûte cher. Donc s'il n'y a pas d'accompagnement derrière, ça va être un peu difficile. Alors Ambassadeur Djali, pour terminer cet entretien, parlons de votre actualité. Votre dernier ouvrage, à part ça, tout va bien, aux éditions de l'Harmattan, date de 2014. Est-ce que vous continuez à écrire? Bien sûr, je continue, mais voilà, là il y a un projet qui est en cours, que j'attends des réponses des éditeurs. Une pièce alors, ce sera dites-nous tout. Ce sera un récit sur des événements qui se sont déroulés à Madagascar, mais je dis pas, je Est-ce qu'on dirai parle pas d'une plus. pièce de théâtre ou d'un roman? Non, c'est un récit en fait. C'est un récit. Mais dans l'actualité, je suis toujours en train de préparer une autre pièce de théâtre que je vais commencer à jouer à partir du 30 septembre. Et je ferai une tournée à Mayotte. Et le personnage principal, c'est André Ntsuli. Ah, une très bonne nouvelle. Et on suivra tout cela de très près. Merci, Ambassadeur Djali, d'être passé par ce 19h. Je vous en prie. Merci à vous également d'être avec nous. Bientôt 19h24. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Au mois de juin dernier, l'aéroport du département a été évacué en raison d'un sac abandonné et jugé suspect par la direction. La directrice de cabinet du préfet avait alors pris la décision d'ouvrir le sac, ce qui avait eu le don de faire réagir. Ce matin, une situation similaire s'est produite. Une glacière abandonnée a contraint la direction de l'aéroport à ordonner une évacuation du bâtiment. La glacière recouverte de film plastique
a dû être passé dans les portiques de sécurité. Néanmoins, le film ne permettant pas aux Explosive Trace Detection d'être fiable à 100%, des entailles ont dû être faites sur le plastique. Après son passage au mécanisme de contrôle, la glacière a été déclarée inoffensive. Elle aurait été abandonnée par un propriétaire refusant de payer le surplus bagages. Néanmoins, une nouvelle fois, l'absence de démineurs à Mayotte pose question et fait courir un risque sur le département. Le recensement 2017 a débuté le 5 septembre dernier et va se poursuivre jusqu'au 2 octobre prochain. Il conditionne notamment les dotations globales de fonctionnement accordées aux communes de l'île. Les municipalités sont donc très impliquées dans le travail mené par l'INSEE Mayotte. Néanmoins, tout le monde ne semble pas prêt à coopérer. Alerté par le fait que certains refusent de participer à ce recensement, l'association des maires a tenu à rappeler qu'une telle attitude est contre la loi. Par conséquent, les maires ont pris une décision claire, je cite, « Toute demande de service public ou d'établissement d'une formalité administrative auprès des collectivités locales sera conditionnée à la présentation d'un extrait de recensement. À défaut de la production de ce document, toute demande de la part de l'intéressé fera l'objet d'une suite de non-recevoir, donc d'un rejet. » Les maires appellent ainsi la population à faire preuve de civisme et accueillir comme il se doit les agents recenseurs. Les services de Météo France ont décidé de tirer profit du monde 2.0 pour améliorer leur travail au quotidien. Pour ce faire, ils viennent de lancer une application smartphone Météo France. Elle permet au grand public d'effectuer des observations participatives concernant le temps présent. Par ce biais, il est désormais possible de signaler le temps qu'il fait à un endroit précis et à un instant T sur le département. Depuis son lancement, l'application a recueilli plus de 20 000 observations par jour sur l'ensemble des territoires de France et de Navarre. L'application est gratuite et disponible à Mayotte. Très ludique, elle offre un système de points permettant à tous les utilisateurs de devenir des observateurs avertis, à une heure où Mère Nature devient de plus en plus imprévisible. Le pèlerinage 2017 est terminé. Plus de 2 millions de fidèles musulmans ont pu accomplir le 5e et dernier pilier de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. Depuis plus d'une semaine, les désormais Hajj et Hajja sont de retour dans le département. Nos équipes se sont rendues au cœur des préparatifs à Sada, où la famille Djihadi était mobilisée à cette occasion pour accueillir son héroïne de l'année. Retour des Hajj, c'est le coup de cœur de ce 19h. Chez les djihadis, c'est une journée pas comme les autres. À quelques heures du grand retour de leur sœur et mère partie le mois dernier en pèlerinage, petits comme grands sont bien présents pour préparer cette grande fête. Nasi alhamdulillah rabbil alamin asubenzana ne karna tongo asuhimar limbalar fanyana. Rihuto vir fanyami hare su regeza mava palahe listawi regeza pia stongo au lahiki ragujana karala labanu riketi tumbar sumgodia matu wakati otojao ajibiwe na stongo namna razirengezi. Un premier pèlerinage pour Rouzouna Djihadi et cela mérite un accueil en grande pompe. L'heure est donc aux finitions. Ici, la chambre de la future Hadjat est terminée. La Hadjat, elle est accueillie comme elle est mariée, donc toute la chambre est échangée, sa maison aussi, donc elle va découvrir cela, que sa maison est toute nouvelle puisqu'elle vient avec une nouvelle fonction, elle va s'appeler Hadjat, donc elle mérite quand même cet accueil. Aujourd'hui, on espère, on y sera jusqu'au bout, Inch'Allah, de pouvoir l'accueillir avec tous les mérites qu'elle doit. Un événement important, une épreuve également pour les djihadis. Il y a 2 ans, l'aîné de la famille disparaissait tragiquement à la Mecque lors d'une bousculade le jour de l'Aïd el-Kabir. Un drame qui a fait près de 2300 morts. Une période encore difficile à cicatriser. Très douloureux. Mais on a fait avec, vous savez, l'être humain est fait ainsi. Et les autres personnes nous ont félicités parce que c'était un aubaine. C'est pas tout le monde qui a cette occasion. Il y en a qui prient, il y en a qui vont à la Mecque tous les jours pour ne plus y revenir justement. Sauf que pour la famille, c'est pas ce qu'on attend. On attend toujours d'accueillir son pèlerin. Avant de prendre la direction de l'aéroport, on n'oublie surtout pas d'embellir les voitures. Très important. Pourquoi ? Mais pour montrer la satisfaction, la joie, tout ça, voilà. L'avion vient d'atterrir, les héros sont là, prêts à être triomphés. Chez les proches, dernière photo pour mémoriser un moment unique, les colliers de fleurs sont également au rendez-vous.
toute contente de savoir qu'enfin ma mère est arrivée à Mayotte. Même si j'étais rassurée qu'elle était sur une terre sainte, mais je voulais quand même qu'elle soit de retour et qu'on puisse l'embrasser et partager ce moment de joie avec elle. Je suis impatiente de voir ma maman. Ça fait quand même 1 mois qu'on a été séparés. Et même si on sait qu'elle était sur une terre sainte, mais on a l'émotion de la serrer dans les bras. L'orchestre peaufine ses dernières notes, le bal des Hadj peut débuter. Arrive enfin le moment des retrouvailles. Comme si le temps s'était arrêté, l'instant d'un sourire, d'une larme, d'une émotion, tout simplement. Pouvoir accueillir en fait nos familles qui sont parties et qui reviennent, alhamdoulilah, choukran, c'est un moment très très fort, émotif, puisque toute la famille était là pour pouvoir l'accueillir. Après 1 mois d'absence, pour les pèlerins, c'est un soulagement et une fierté d'avoir accompli le 5e et dernier pilier de l'islam. Alhamdulillah rabbil alamina tongos biri fete heja toujours yo kanziro be yo bira fete mana magidi wao rangalia wasuka fete alhamdulillah rabbil alamina boratu mtu aje mtu askenanza mtu anwe mtu asudzilishe nanza irsumi amba pia wanadamu maislamu rende makarndera heji mana makayo tongo nzuzuri. Désormais, le moment est à la fête pour les Hadj et leurs familles. Cette année, plus de 2 millions de musulmans étaient réunis à la Mecque, dont 495 fidèles en provenance de Mayotte. Ainsi va de l'actualité de ce mardi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole du jour. Retour de l'information demain avec la matinale de Kwesi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Très belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.